champion du monde amateur de boxe et double médaillé olympique, témoigne de son alcoolisme. Vous voyez ce visage, Jérôme Thomas, qui a découvert l'alcool alors qu'il était encore en activité, et puis a plongé lors de sa retraite. Jérôme Thomas, si je rebois, je meurs. Et c'est un témoignage qui pose le débat sur l'après-carrière des champions, quand finalement la petite lumière s'est éteinte. Alors tout le ville-peuple, Didier, m'a répondu oui. Et Fred, j'aimerais vous donner la parole. Oui, pourquoi? Pour quelle raison? Tu ne me demandes pas mon avis, donc. On écoute. Ah, d'accord. On écoute, et après vous allez écouter tout d'abord l'homme de la synthèse. Des 11h30. Ah, Fred Verdier. Oui, ça pose le débat parce que c'est quand même pour avoir, comme sans doute vous tous autour de cette table, parlé à pas mal de sportifs en cessation d'activité. Il y a toujours beaucoup de questions, il y a même la peur du vide. Hein, c'est ça qui fait souvent un peu le vertige, parce qu'on voit certains athlètes, hein, pas tous, mais certains athlètes qui ne pensaient pas du tout à ça quand ils arrêtent leur carrière. On parle de la petite mort, bon, ça très bien, tout le monde le sait, mais il y a après, qu'est-ce que je fais de mes journées, tout bêtement. Et quand on a... Parce qu'ils sont jeunes. Oui, ils sont toujours jeunes. En général, ils restent, pour quelqu'un qui a une espérance de vie normale, naturelle, il reste 40 ans, parfois 50 ans de vie. C'est sûr. Et on est devant une espèce de gouffre en disant, mais qu'est-ce que je vais faire maintenant de ma vie? Et surtout, comment je vais faire pour éprouver, alors qu'on sent vaguement qu'on n'éprouvera plus jamais les mêmes émotions aussi fortes, comment je vais faire pour meubler ma vie et pour soit me sentir utile, soit être encore un peu connu aussi, ça rentre en ligne de compte. J'ai fait parler Frédéric. C'était à peu près, on va dire, la teneur de vos réponses, le ville-peuple, ou pas? C'est ça? J'ai une analyse psychanalytique presque. Je pense que pour pas faire... presque, non, je pense que pour faire ce qu'il faut, pour être un champion, quel que soit le niveau, qu'on ait réussi, qu'on soit Mohamed Ali ou qu'on soit... on n'est pas tous obligés d'être Mohamed Ali, Zidane, Cruyff. Je pense qu'il faut être quelqu'un d'autre. Je pense que ces gens-là ne s'appartiennent pas, sont quelqu'un d'autre. Et qu'un jour, quand ça se termine, il faut redevenir soi. Et il faut vivre avec soi. Et soi, c'est nous. C'est les gens qui sont ici, peut-être à part Étienne qui est supérieur aux autres. Mais donc vivre avec nous-mêmes, c'est parfois un peu pénible. Des fois on est bon, des fois on est moins bon, et tout ça. Mais quand on est un champion, on est hors de soi-même, on est un peu double. Et tout d'un coup, quand ça s'arrête, on redevient un homme lambda, une femme lambda, et on doit vivre avec son quotidien. Et le quotidien, c'est pas celui d'un champion en fait. Il faut aller acheter le pain, il faut payer des impôts. Je pense qu'il y a des raisons physiologiques aussi, parce que quand tu es un champion de haut niveau, a fortiori, Zidane, machin, mais même, c'est pas des gens, c'est des gens qui malmènent leur corps quand même, avec des poussées d'adrénaline et aussi pousser ce corps à l'extrême. Et ça veut dire que du jour au lendemain, ce corps, il a une dépendance. Et tu vas peut-être le compenser pour certains dans des excès autres, si tu veux, parce que le corps a un appel. Et après, alors il y a tu penses qu'un champion, c'est un corps ou c'est un mental, d'abord? Mais c'est les deux quand même, parce que moi je pense que c'est d'abord un mental. Bien sûr, c'est un mental. Didier l'oppose pas. Je l'oppose pas. Et donc l'esprit. Mais je veux dire, le corps aussi. Sans ton corps à 100%, t'as pas de mental. Et bien sûr. C'est très compliqué. Et tu le malmènes quelque part. Ils ont pas. On dit les sportifs, ils sont ceci, ils sont cela. C'est trop parce que chaque fois, il faut pousser à l'extrême. Et d'un point de vue psychologique, il faut aussi pousser à l'extrême, etc. Alors, il y a aussi la peur du vide pour ceux qui n'ont pas mis beaucoup de côté parce qu'ils restent à demi-siècle et ils n'ont pas forcément des capacités, des prédispositions pour certaines choses. Et surtout, il y a aussi ce manque. Parce que même si c'est pas, a fortiori c'est un sport collectif, mais même si c'est un sport individuel, parce que tu es entouré, et du jour au lendemain, tu te retrouves seul. Et tu as été habitué depuis l'âge de 13, 14, 15 ans, parce qu'en général, bon, ils se révèlent un peu plus tard, mais ils sont déjà dans un circuit où tu es un peu plus ou moins assisté, mais il y a cette chaleur humaine. Il y a le regard des autres. Pardon ? Il y a le regard des autres. Oui, qui mais il y a cette chaleur mais humaine. Quand c'est fini, il n'y a plus de regard des autres. Et moi, j'ai connu des footballeurs qui ont arrêté leur carrière et qui n'avaient pas de problème financier, mais qui ont eu une période semi-dépressive, quoi. C'est très, très difficile. Comme on dit, une petite mort, comme disait Platini, quand il roulait, tu sais, le soir, son dernier match à Turin et tout, je suis mort, machin, truc, voilà. Mais on peut avoir un débat, on l'a entre guillemets, quoi. Bon, sur la difficulté de l'après-carrière et d'exister après avoir une carrière de champion. Mais Jérôme Thomas, est-ce que c'est le bon exemple? Jérôme Thomas, donc il a
rencontré, ou en tout cas commencé à côtoyer l'alcool alors qu'il était champion. Il a un travail à la mairie de Saint-Quentin avec une hiérarchie bienveillante. Il a une famille, des frères soudés autour de lui. Est-ce que cette chute, elle est due à sa carrière de sportif de niveau ou elle est due à ses fragilités intimes? Lui c'est quelqu'un qui avait des failles. Dès le départ. D'ailleurs, il les raconte et il les raconte très bien. Il avait aussi des problèmes physiques. C'est un parcours absolument incroyable, rien que d'un point de vue physiologique, parce qu'il avait strictement rien pour devenir un boxeur de haut niveau. Il était quasiment handicapé. Enfin, il a eu une volonté absolument incroyable. Pas de muscle pectoral pour protéger son cœur. Oui, il n'osait même pas se montrer. Et il a été opéré notamment des doigts, parce que ses doigts étaient liés. Voilà. Et puis là où je rejoins pour une partie d'hier, c'est que il y a aussi des champions, et lui, c'est un grand champion parce qu'il a eu des médailles olympiques, mais il a strictement rien gagné dans sa vie, Jérôme Thomas. Il est à peine passé professionnel en toute fin de carrière, et de toute façon, les boxeurs professionnels, en règle générale, ont gagné très peu d'argent dans leur carrière. Donc vous vous retrouvez, vous n'avez strictement aucune formation. Vous avez ce qu'a décrit très bien Dominique, c'est-à-dire cette espèce de peur du vide, et en effet l'obligation d'essayer de trouver dans sa tête quelque chose à faire, mais aussi de trouver matériellement quelque chose à faire pour lequel vous n'êtes strictement pas formé. Donc lui, je dirais qu'il cumule, on va dire, tous les handicaps pour avoir une après-carrière assez harmonieuse. Et pour répondre à votre question, mais le degré d'intégration, je suis pas d'accord avec vous ce soir, les gars. Je suis pas d'accord. Le degré d'intégration dans la société, la sociabilité, de tout ce que vous avez dit, vous avez égrené tout ce qui montrait qu'il pouvait avoir entre guillemets une vie normale, intégrée, sociable, ça. Pour moi, ça protège pas. Il n'a pas été abandonné. Oui, mais ça protège pas. Parce que, en fait, ça se joue tellement à un autre niveau. Ils ont tellement été à une adrénaline supérieure à une drogue. C'est une drogue, le sport à ce niveau-là. Hein. Oui. Même ceux qui font du sport amateur disent que c'est un peu une drogue. Le gars qui fait 8 heures de vélo par jour, où il commence déjà à parler de drogue. Le gars qui va à la salle 4 heures par jour pour se faire des biceps, déjà, il parle de drogue. Donc, ces gens-là qui en ont fait leur métier, ça ne les protège pas, parce que c'est tellement autre chose. C'est comme le comédien qui n'a plus de rôle, qui n'est plus appelé, le téléphone ne sonne plus, il n'est plus désiré dans le regard des autres. C'est terminé, sa vie est terminée. Vous existez parce que quelqu'un a décidé que vous existez. Un public, un entraîneur, des spectateurs, un réalisateur, un metteur en scène. Si Jean Dujardin, il n'a plus de rôle pendant 10 ans, qu'est-ce qu'il va faire? Peut-être qu'il picole déjà, j'en sais rien. Et c'est peut-être encore plus vrai pour un boxeur. Mais pour tous. Lui est poussé au cul en permanence. On lui dit, vas-y, monte sur le ring, il faut que tu gagnes. Et en plus, lui, il n'existe que par la victoire. Un boxeur n'existe pas du tout sur une défaite. Oui, c'est violent. Il doit en permanence. La défaite, c'est synonyme de retraite. Hein. Non, mais c'est ça. Ouais, ah non, mais je suis allé à des combats de boxe. À chaque fois, on posait la question. S'il ne gagne pas, il n'existe plus. Et effectivement, c'est synonyme de retraite et c'est à la cave. Et pour rebondir derrière. Pourquoi vous n'êtes pas d'accord dans l'histoire de la boxe française, il n'y a aucun boxeur dans l'histoire de la boxe française qui s'en sort bien après carrière quasiment. Oui, mais en quoi avoir été boxeur et sportif de très haut niveau, ça a précipité, on va dire, ce qu'il a décrit, l'alcoolisme? Pourquoi vous n'êtes pas d'accord? Le vide dans le sens où qu'est-ce qui vous fait dire que vous arrêtez votre carrière de sportif, un vide complet, il est rempli par l'alcoolisme, ce que Jérôme Thomas explique très bien, puisqu'il dit je buvais de façon occasionnelle quand j'étais sportif, quand j'étais boxeur. Après les victoires. Il y a aussi un élément qu'il ne faut pas oublier dans la boxe, c'est évidemment l'obsession maladive du poids, d'être au poids, de suivre le poids. Donc, après, il a plus ce problème-là, donc il a encore plus la raison de se dire, maintenant je me lâche complètement, je me suis contraint pendant des années, là, lâchage complet, et en plus il y a ce vide, je ne sais plus quoi faire, donc je le remplis avec l'alcool. Moi, ce qui me fait dire que finalement c'est un problème, on va dire, privé, intime, l'estime de soi. Jérôme Thomas n'en a pas. Et l'estime de soi, c'est finalement, c'est son propre regard. Non, mais de toute façon, tous les anciens champions ne deviennent pas alcooliques comme il le décrit. Donc évidemment, c'est poussé à l'excès. Mais Dominique a raison. C'est vrai qu'il y a quand même aussi un élément qui est constitutif du sportif de haut niveau. Quand vous arrêtez, mais vous faites quoi? Et des sportifs et des champions de foot qui ont gagné des millions et des dizaines de millions, ils se posent quand même cette question-là. Alors l'argent, ça ne fait pas le bonheur, ça aide quand même un petit peu parce qu'il ne sera jamais dans la situation financière de Jérôme Thomas. Mais forcément, il y a un vide. Qu'est-ce que vous appelez l'estime de soi? Parce que le jugement sur soi-même. Moi, je connais des footballeurs très connus qui ont été champions de France, qui ont eu des carrières incroyables, des salaires incroyables, des transferts incroyables, qui à 4 heures du matin échangeaient avec des journalistes de l'équipe pour savoir quelle note ils allaient avoir le lendemain en équipe de France. Donc des joueurs vraiment bankable, tout ça. À 4 heures du matin, ils voulaient encore savoir si c'était 4, 5, 6, parce que pour eux, ça pouvait changer leur lendemain, leur journée, voire leur semaine, voire leur mois.
Alors, à leur degré de rémunération, à leur degré de notoriété, on peut se dire bon, bah, qu'il est 4 dans l'équipe. C'est les notes de l'équipe quand même, Certes. Dominique. C'est important. Mais on peut se dire que, bon, il va quand même passer une bonne semaine. Il y a les 200 000, les 400 000, les 600 000 euros par mois qui vont tomber, quoi qu'il arrive. Donc, pourtant, il était sur l'estime de lui-même. Et visiblement, il en souffrait. Non, non, je pense que moi aussi, quand je suis rentré dans, quand je suis rentré dans ce débat, j'ai fait une confusion entre l'estime de soi et la confiance en soi. Ils ont grande confiance en eux, les sportifs. C'est-à-dire, vous leur mettez un objectif, ils y vont. Ça, c'est, on va dire, un objectif extérieur. L'estime de soi, c'est intime. C'est ton regard par rapport à... Et là, ce qui arrive à Jérôme Thomas, cet effondrement-là, c'est l'estime de lui. Ça n'a aucun rapport avec une vie de sportif de haut niveau. Bien au contraire, d'ailleurs, pour le combat contre l'alcoolisme qu'il a engagé, avec la confiance en lui, il va pouvoir peut-être se mettre un objectif et retrouver, on va dire, son ADN de sportif de haut niveau pour lutter contre le... Mais oui. C'est ma lecture, hein, je suis... Vous ne pensez pas qu'il lui manque des paramètres pour que l'estime de soi s'améliore? Parce qu'il ne lui manque pas le regard du public, le regard des journalistes, le regard... Non, c'est intime. L'estime de soi, c'est pas une question de regard des autres. C'est ton regard, toi et toi-même. C'est ce qu'il dit d'ailleurs, l'estime de soi. L'histoire de la note, elle relève plus de l'estime de soi, justement. Puisque qu'il ait 4 ou 6, les joueurs du niveau dont tu parles, ça ne va pas changer financièrement les choses, ou les demandes des clubs, ou sa carrière fondamentalement. Non. On est d'accord, c'est un match contre Gibraltar, contre Machin, contre truc. S'il rate une finale de Coupe du Monde, ce n'est pas sa note qui va le préoccuper à 4 h du matin. Ça va être, il a raté une finale de Coupe du Monde. Et c'est quelque chose aussi parce que, et eux, ils sont beaucoup plus confrontés à l'estime de soi aussi, parce que si tu as peu d'estime, dans la vie, tu peux le cacher relativement facilement, si tu veux. Alors que là, ils sont tellement exposés que c'est plus compliqué. Et pour des broutilles, alors que ce sont des machines de guerre, des Formule 1 des mers, entre guillemets, tout s'écroule. Parce que s'ils ont cette faille, justement, et ben le fait d'avoir une mauvaise note, machin, ils disent ouais, c'est bien quand même. Tu penses que Cristiano Ronaldo n'a pas de faille, par exemple? Tu penses que c'est la machine qu'on nous présente Tu penses qu'il est convaincu qu'il est le meilleur joueur du monde de tous les temps? Je pense qu'il ne va pas t'appeler à 4 h du matin pour savoir s'il a eu un 6 ou un 4. Mais il n'appelle pas Dominique, mais il appelle les journalistes de l'équipe, Cristiano. Oui, ça je sais. Mais je pense qu'il a une assez bonne estime de lui. Mais il peut avoir d'autres failles. Mais je ne pense pas que c'est l'estime de... Bon, apparemment, comme ça, après, on ne connaît jamais réellement les gens. Quand il se fait virer de Manchester United, là, le dernier contrat, là, pas la... Non, il est touché dans son orgueil. Je pense que ça l'atteint pas, ça hein? Ça l'atteint pas. Non, mais là, je pense que c'est son orgueil. Il ne comprend pas qu'il y a un déclin. Tu es parti très fort avec... Je vous fais une analyse psychanalytique et tout. Mais dès qu'on monte un peu des paliers, tu t'es perdu. Donc...